Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdo sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 3 octobre 2022 et c'est l'épisode 291. Elon Musk a présenté sa première version de robot à tout faire, dont l'objectif est de remplacer l'être humain pour toutes les tâches pénibles. Cette fois-ci, pas question d'un salarié en tenue de lycra imitant un robot, mais des avancées concrètes qu'on va détailler et surtout peut-être relativiser. On fait un tour aussi du côté des enjeux de société avec la tech, notamment le monde des cryptos qui continue d'être corrigé, les NFT qui font purement et simplement flamber les œuvres d'art au sens premier du terme, et un petit tour du monde qui nous fera voyager de Birmanie au Brésil en passant par l'Iran. Et puis on a également quelques nouveaux produits Amazon à vous présenter. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve mon compagnon de route de Relife, un podcast dédié au développement personnel et à la productivité, évangéliste du web, podcasteur, youtubeur. C'est Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu? Ça va bien, j'espère que l'enregistrement va tenir pour les auditeurs qui viennent de débuter en fait, l'épisode. Ça fait plusieurs fois qu'on le réessaye. On va parler d'intelligence artificielle, de NFT, de toutes sortes de choses très, très évoluées, mais une communication via Skype, ça ne tient pas bien, et un enregistrement non plus. Alors, je ne sais pas où on en est, où on se situe dans l'échelle de l'évolution technologique, Guillaume, mais certainement pas dans les sujets dont on va parler tantôt. Ça va être intéressant qu'on relativise vraiment tout ça, d'une part parce qu'il y a des concurrents selon les différents services qu'on va aborder qui font parfois mieux les choses, mais aussi parce que les attentes de l'être humain sont peut-être pas celles qu'on nous met comme étant les perspectives d'avenir. On va en discuter ensemble. Effectivement, pour vous donner des coulisses, Matt cite Skype, qui est un logiciel qu'on continue à utiliser, Matt et moi, pour enregistrer les podcasts ensemble. Alors bon, peut-être que c'est le dernier clou dans le cercueil de Skype qu'on est en train d'enfoncer, mais d'habitude, on n'a pas trop de mal à enregistrer ensemble. En fait, il suffit de quelques secondes pour qu'on arrive à se parler et à enregistrer des épisodes. Mais problème, là, je te remercie d'abord énormément, Matt, parce que tu es dans des conditions d'enregistrement qui ne sont pas habituelles, tu n'es pas dans ton studio, d'où les petites différences de son. Tu nous consacres à moi et aux auditeurs de Tech Café un petit peu de temps, donc vraiment je te remercie chaleureusement, mais on se rend compte dès qu'on n'a plus notre installation un peu fixe, c'est plus compliqué, hein. Mais bon, on va y arriver, Matt, on va y arriver. Au passage, juste avant qu'on aborde nos sujets de la semaine, je voudrais remercier très très chaleureusement Rodrigue et Lionel Duclos qui rejoignent le club des membres privilégiés des supporters de Tech Café sur Patreon. Alors oui, je vous rappelle en effet que Tech Café c'est accessible gratuitement depuis 10 ans maintenant, et que vous pouvez en plus, si le podcast vous plaît, de par son contenu et le ton avec lequel on vous transmet l'info, contribuer à son financement. Et pour ça, c'est hyper simple, il vous suffit de lancer une petite page web, c'est patreon.com/techcafé, de remplir les petites infos pour vous abonner, et pour quelques euros par mois en échange, vous pourrez profiter des épisodes sans la pub, avec un podcast privé qui vous sera personnellement dédié. Et c'est clairement, évidemment, grâce à vos soutiens et à votre participation qu'on approche du 300e épisode, c'est ouf. Merci beaucoup à vous. Et puis, avant d'aborder vraiment pour de bon les news, je me dois aussi de faire un petit clin d'œil à Patator, qui a très gentiment déposé un avis sur Apple Podcast. Il a dit « Parfait, très bon podcast à écouter sans modération ». Patator, merci pour cet avis qui montre à quel point on doit lire les avis de Tech Café sur Apple Podcast ou Podcast Addict sans modération. Et puis, si en plus vous voulez encore plus d'interaction, n'hésitez pas aussi à aller sur le serveur Discord de Tech Café. Le lien est dans les notes de l'épisode. On discute de tech et d'autres choses tous ensemble. Et ça, c'est très très chouette. Matt, sans autre forme de procès, on va donc parler effectivement un petit peu de la présentation de Tesla. Donc il y a eu le AI Day, donc c'est en gros la conférence annuelle qui est censée d'ailleurs valoriser un petit peu les avancées technologiques de Tesla dans le domaine, comme son nom l'indique, de l'intelligence artificielle, surtout aussi pour servir de vitrine de recrutement. Je pense que c'est aussi un des gros enjeux de ce type de présentation. Et on les attendait au tournant parce qu'on le savait, il y avoir une présentation du Tesla robot, et forcément l'an dernier on avait eu, et ça n'avait pas été présenté comme
tel sur le coup, donc c'était d'autant plus dérangeant. Un vulgaire humain déguisé en robot en tenue de lycra qui nous avait fait croire maladroitement et pas très efficacement, je dois dire, que c'était le robot au stade de développement. Et ben cette fois-ci, il y a eu des vrais robots de présenter, notamment des prototypes. Alors Elon Musk a présenté en tout cas un prototype qui normalement devrait faire beaucoup plus de choses que ce qui est prévu sur scène, mais je dois dire que les présentations m'ont laissé un peu sur ma faim parce que je trouvais ça un petit peu timide et on voit des choses du côté de la concurrence, notamment du côté de chez Boston Dynamics et même dans d'autres secteurs de la robotique qui sont bien plus bluffants. Cela dit, si on regarde assez objectivement la proposition, ce qui est intéressant de la part d'Elon Musk, c'est déjà de donner un prix pour du grand public, et ça quelque part c'est une forme de positionnement que n'ont pas fait encore les concurrents qui n'osent même pas aborder le sujet. Donc il prédit un prix qui devrait être à peu près, environ moins de $20,000. Bon, attention, hein, c'est des annonces à la Elon Musk, donc il faut toujours prendre ça avec beaucoup de pincettes. Mais il est pensé pour la production en grande série, et ça aussi, c'est une proposition très concrète de sa part, qui est pas forcément annoncée comme telle de la part des autres constructeurs de robotique, qui sont plutôt dans des preuves de concept ou dans des solutions pour les professionnels. Donc là, on a quelque chose qui est vraiment pensé pour le grand public, en tout cas de ce qu'il en présente. La première version donc se mouvait toute seule sur scène, mais avait beaucoup de câbles, était pas bien finie. En tout cas, c'était pas la carrosserie d'une Model 3 qui circulait sur scène, loin de là. Par contre, juste après, il y a eu un deuxième robot qui a été présenté. Alors d'abord, il y a eu des vidéos qui montraient quels étaient les usages types qui pourraient être prévus avec le robot, bien plus convaincant que ce qu'il y avait sur scène, parce que on voyait le robot alors arroser des plantes, soulever des boîtes, des choses assez simples mais quand même un petit peu plus concrètes que simplement faire coucou sur scène. Et donc dans un deuxième temps, il y a eu la scène qui s'est libérée pour amener une deuxième version du robot, donc c'est Bumble C. Et Bumble C, le problème c'est qu'il est pas arrivé tout seul sur scène. Il y avait 3 salariés Tesla, alors qui étaient pas déguisés en tenue lycra, mais qui étaient simplement en t-shirt noir et jean, et qui faisaient avancer le robot pour le positionner sur scène avant que là il soit autonome avec des guillemets pour faire quelques gestuels. En gros, il y avait quand même un côté très je dirais risible et assez humoristique à toute cette présentation, parce que il y avait des choses qui étaient très concrètes et ils ont parlé de plusieurs éléments hyper pragmatiques, notamment le fait qu'ils bossent beaucoup sur tout ce qui est la musculature du robot, le fait qu'il était équipé d'un système embarqué avec les processeurs Tesla, le Wi-Fi, la connexion cellulaire, l'audio bien sûr, il y a même security and safety, encore heureux. Bon, en gros, ils ont donné quand même quelques éléments constitutifs du robot, mais à part ça, c'était pas complètement hyper convaincant. Est-ce que, Matt, la civilisation pour toi peut être bouleversée par l'arrivée des robots en l'état? Je le dis assez souvent, au Québec, on a un problème de main-d'œuvre, on a un problème de recrutement de personnel, et c'est un enjeu qui est cataclysmique pour beaucoup de petites, moyennes entreprises ici, même maintenant des grosses. Et je me réjouis de voir ce genre de robot-là arriver pour faire des tâches pour lesquelles les humains veulent plus les faire. Typiquement, ici, on a tellement d'emplois à pourvoir que des tâches cléricales, exemple, d'aller dans des champs, cultiver, des tâches pour faire du ménage, des choses qui sont, pour d'aucuns diront, à faible valeur ajoutée. Et là, c'est quand on le regarde dans une perspective de progrès, entre guillemets, là. Je fais un clin d'œil du regard, là, du progrès, entre guillemets, là. C'est bien important. Je veux absolument pas réduire ça comme étant du mauvais emploi, mais il n'en demeure pas moins que pour avoir des emplois, pour avoir des difficultés à recruter en ce moment chez nous, je vois ça d'un très bon œil. Maintenant, le prix est ultra accessible pour des types d'emplois. Maintenant, ça va arriver quand? Ça va arriver comment? Et surtout, quel élément technique va-t-il falloir posséder pour avoir des Optimus dans son entreprise? Est-ce qu'il va falloir augmenter la DSI pour pouvoir avoir quelqu'un qui fait le ménage? Est-ce qu'il va falloir augmenter? Tu comprends combien de techniciens en interne va falloir avoir de supplémentaires pour avoir un Optimus qui va bien et qui fait ce dont on l'a payé pour faire? Alors,
je suis mitigé sur plein d'aspects par rapport à ça, mais du côté entreprise, je vois ça d'un bon œil parce que on va frapper une crise ici. On frappe une crise déjà de l'emploi au Canada. Alors, c'est sous cet angle-là que je me réjouis. Sur d'autres, ça m'attriste un petit peu plus. Hyper intéressant tes retours parce qu'effectivement, on se pose pas toujours la question, mais admettons demain qu'on ait un Optimus dans les locaux de son entreprise, faut quand même des personnes pour, j'imagine, un petit peu le maintenir. Alors peut-être pas tous les jours, mais on n'a qu'à voir des flottes d'ordinateurs aujourd'hui. Ça demande quand même un petit peu de suivi et j'imagine que ce serait le cas au moins pendant un moment avec des robots. Il sera peut-être pas encore arrivé très vite le temps où ce sera des Optimus qui entretiendront des Optimus dans les entreprises. Donc effectivement, il va y avoir aussi un palier où quelque part là où on veut solutionner un problème de main-d'œuvre, on va peut-être déplacer un peu le problème et je pense que tu pointes aussi bien du doigt le fait qu'il y a certains métiers qui doivent être encore plus difficiles à pourvoir, quoi, de trouver du monde qui soit motivé pour faire un boulot aussi difficile, aussi technologique d'ailleurs, mais aussi complexe et aussi éreintant que par exemple le métier d'agriculteur. C'est un vrai enjeu. Donc c'est intéressant d'avoir tes retours hyper pragmatiques, surtout de la fenêtre du Québec où tu parles effectivement régulièrement des difficultés qu'il peut y avoir à recruter. En tout cas, alors la première question c'est est-ce que c'est une solution le robot au sens large? Là où c'est intéressant aussi, c'est de le mettre en perspective de ce que tu disais en intro et puis juste avant qu'on enregistre, c'est-à-dire qu'on est en train de nous dessiner un avenir technologique où des tâches difficiles seraient résolues par un robot. Mais on a encore, vraiment, on l'a constaté tout à l'heure encore, des difficultés à se joindre, même pas forcément en visio, simplement l'audio, et d'enregistrer cette conversation. Alors certes, dans des conditions un petit peu de mobilité, mais on a encore ces difficultés-là. Et en fait, quand tu discutes avec les gens au quotidien, j'imagine que c'est ton cas à toi aussi, il y a toujours des difficultés extrêmement pragmatiques. C'est quoi un pare-feu? Ma boîte mail est pleine, j'arrive pas à envoyer mes messages, j'ai un message d'erreur sur mon smartphone. Finalement, est-ce que on confond pas un petit peu vitesse et précipitation? Bon, j'imagine qu'il y a pas de réponse, mais j'ai quelque part envie, parfois, Matt, de faire la comparaison avec Mars. Tu sais, on est, et d'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui sont derrière ces propositions, qui veulent proposer à l'humanité d'aller s'installer sur Mars, alors qu'on est en train de faire flamber notre planète et qu'on aurait peut-être beaucoup d'autres choses à faire pour assainir un petit peu notre situation ici sur Terre. Mais bon. Il y a beaucoup d'éléments intéressants dans ce que tu dis. Le premier, sous l'axe production. On veut continuer à produire. L'humanité ne comprend pas qu'il va falloir passer par d'autres leviers de croissance qui ne sont pas forcément de la croissance au sens propre de produire des objets, mais croissance personnelle, d'autres types de croissance. Et le fait de continuer sous cet axe-là, pour moi, un Optimus, un vrai qu'on va voir dans une maison, c'est dans une fenêtre de quoi? 15 ans, 20 ans à peu près. Lui dit une dizaine d'années. Ouais, mais tu sais, Elon, il est pas très bon comme chargé de projet. C'est des années martiennes. Ouais, c'est ça. Et on voit ça dans des fenêtres de temps où on n'arrive pas bien à se projeter sous d'autres aspects. Je vois pas pourquoi on se projetterait bien pour aussi bien comme ça avec des Optimus. Mm-hmm. Ça, c'est le premier aspect qui est un peu particulier. Oui, on l'a dit, juste une flotte de systèmes d'exploitation dans des bureaux, une flotte de téléphones, c'est compliqué. J'arrive pas à me transposer une flotte d'Optimus. Chez nous, les techs, les analystes, ils en peuvent plus juste avec Windows puis les logiciels qu'on a à développer. Les téléphones, ça s'est rajouté dans les dernières années, les tablettes, la mobilité, le BYOD. Je vois pas comment qu'une DSI va faire pour avoir un Optimus, mais en même temps, c'est peut-être pas le marché. C'est peut-être pas le marché, c'est peut-être le marché de monsieur, de madame, tout le monde. On sait au Japon, ils sont très forts sur la robotique parce qu'ils ont une décroissance au niveau de leur société en termes d'âge. Alors, ils vont pouvoir trouver des moyens de trouver des services ou d'offrir toujours les mêmes services. Et puis, en ça, je trouve ça intéressant. Mais je trouve qu'on passe à côté de plein de trucs si on commence à parler d'Optimus. Puis j'ai vraiment la sensation que l'humanité court à sa perte. Et dans certains cas,
Ben, est-ce que on est en train de peupler la planète de nos remplaçants parce que nous, la planète sera plus assez stable pour nous? Je sais plus, je sais pas. Je fais de l'éco-stress, comme on appelle, je m'en rappelle plus. Tu t'angoisses pour l'avenir en tout cas. Mais c'est l'ultime question qu'on peut se poser aussi, et je le mets en rebond de ce que tu disais tout à l'heure sur le manque de main d'œuvre. Il y a aussi eu des infos il y a pas très longtemps. Je m'appuie sur un article des Échos qui indique que la population mondiale risque de diminuer de moitié d'ici à 2100. On est là à cet automne 2022, on passe d'atteindre les 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. Et t'imagines, ça pourrait diminuer de moitié d'ici, moins de 80 ans. Peut-être effectivement que la démographie va nous forcer à revoir fondamentalement la manière dont on est organisé dans le monde du travail. Donc c'est intéressant en tout cas qu'il y ait des personnes qui se posent cette question et qui les rendent aussi visibles. C'est au moins ça qu'on peut rendre comme satisfaction à la proposition d'Elon Musk, c'est qu'il rend ça très visible et au moins il permet qu'on se pose des questions dans un podcast comme celui-ci. Donc ça c'est très cool. Et par contre, ce qu'on peut finir de faire pour traiter ce sujet, c'est comparer un petit peu ce qu'a présenté Elon Musk à ce qu'avait annoncé être des points de repère et de comparaison d'experts en robotique. C'est The Verge qui avait interviewé des experts de la robotique avant l'annonce et qui avait dit, bon, grosso modo, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? À partir de quel moment est-ce qu'on peut estimer qu'Elon Musk il va nous bluffer? À partir de quel moment est-ce que ce sera pas un petit peu de l'enfumage de technologie? Et en fait, c'est hyper intéressant parce que si tu regardes au pied de la lettre ce qui était annoncé, il y a absolument rien qui a été présenté sur scène qu'on a pu constater et voir fonctionner, y compris dans les vidéos d'ailleurs, qui sont un petit peu la situation idéale de sa vision de la robotique, qui sont de nature à nous faire ouvrir la bouche. Donc en termes de technologie, il y a rien de fou. Les concurrents font mieux. Voilà, les concurrents font des solutions qui sont au moins aussi bonnes, parfois bien meilleures. Vraiment, encore une fois, là où je garde, moi, de mon côté, une petite réserve, c'est de me dire peut-être qu'Elon Musk, oui, il fait pas aussi ambitieux au niveau des propositions technologiques, mais qu'il est capable de faire des propositions qui sont distribuables à des très grands nombres de personnes pour des coûts hyper accessibles. Écoute, après tout, pourquoi pas? Je suis pas sûr qu'on aura la réponse là cette année, mais bon. Mais tu vois, dans le domaine de l'automobile, il a cassé le marché dans la mesure où il arrive avec une proposition que les autres fabricants s'endormaient un petit peu dessus. Tu sais, il n'avançait pas. Il a provoqué quelque chose. Fait que dans le domaine de l'électrification des transports, je m'en réjouis. Dans le domaine du transport spatial aussi, il bouscule, il change les codes. Et dans le domaine de la robotique, j'espère qu'il va faire la même chose parce que dernièrement, sur mon Thermomix, j'ai oublié de renouveler l'abonnement pour ma recette automatique dedans et mon Thermomix fonctionnait plus. Alors, tu vois, on a des trucs qui sont complètement fous des fois. On parle de Skype qui fonctionnait pas. Mais oui, il faut lui donner. Même si j'ai une profonde relation amour-haine avec ce gars-là, il casse les choses, il bouscule et on a besoin peut-être de revoir la façon dont on pense, certains strates de la société. Et pour ça, on s'en réjouit d'avoir un Elon Musk. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que dans le domaine des voitures, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Oui, par rapport aux promesses et aux rêves qu'il a décrits, 100% ne sont pas atteints. Mais quand même, il y a un document interne là qui a été relayé par Reuters qui indiquerait que a priori, il serait en passe de dépasser Audi dès 2023 au niveau de la production de véhicules, tout en se rapprochant du coup de leur rival allemand BMW. C'est assez bluffant de voir que malgré toutes les promesses non tenues et les bémols à mettre dans le rêve d'Elon Musk avec les véhicules Tesla, oui, il y a des choses qui bougent. Et donc ça, il faut le souligner, quoi. Et en gardant un même niveau de fiabilité. Oui, effectivement, en gardant un même niveau de fiabilité. Que les Allemands. Que les Allemands, qui sont un peu une référence faible. Quand même. Oh, t'es dur avec nos amis allemands quand même pour la distance. Ouais. Le Cybertruck au passage, juste pour en dire un petit mot, Elon Musk là aussi a fait une petite surprise. Il a annoncé que le pick-up, qui n'est toujours pas sorti, bien entendu, mais serait capable d'être amphibie. En fait, il dit que le Cybertruck sera résistant à l'eau, assez pour être brièvement utilisé, je cite, comme un bateau, afin de pouvoir traverser les rivières, les lacs et les mers qui ne sont pas trop agités.
Donc écoute, impressionnant. Est-ce que c'est dystopique parce qu'on sent qu'avec le changement climatique, il va y avoir de plus en plus d'inondations et donc ça va être pratique? Est-ce que vraiment c'est un argument d'avoir ce type de véhicule qui se transforme en bateau? Bon, je sais pas, mais en tout cas c'est une jolie prouesse qu'on peut souligner. Et je sais pas s'ils vont faire comme ici au Québec, mais au Canada, on a une compagnie qui s'appelle Argo, A-R-G-O. Vous irez voir ça sur Internet, qui fabrique des petits véhicules amphibies qui n'ont pas besoin d'hélices pour la propulsion. Ça fonctionne avec les roues. Les espèces de petits bourrelets qu'il y a dans les pneus font avancer avec tout simplement le fait que les roues tournent, font avancer le véhicule Argo. Et je me demande si ça va être le même principe pour le Cybertruck. Mais on se prépare pour la fin du monde, Guillaume. On a des véhicules amphibies personnels, bientôt avec des tourelles de combat et des robots automatiques qui vont en débarquer en arrière. Quel avenir radieux. Écoute, je me réjouis qu'on puisse vivre ça ensemble. Pour suivre ça, Matt, et d'ailleurs peut-être qu'on pourra remercier Elon Musk de rendre ça encore plus accessible. Attention, alerte ironie. Mais on aura besoin d'en parler sur Twitter, forcément, Matt, parce que ça aussi c'est un sujet qui concerne Elon Musk et qui nous intéresse dans Tech Café. C'est l'avenir de cette proposition de rachat et surtout l'avenir juridique lié à cette tentative avortée de rachat par Elon Musk du réseau social Twitter. Et pourquoi j'en reparle? Parce qu'il y a des SMS qui ont commencé à être rendus accessibles, des SMS échangés par Elon Musk notamment et avec d'autres individus liés à Twitter dans le cadre de ce rachat. Et en fait, ce qui est marrant, c'est de remonter un petit peu le fil. Et donc, je m'appuie un petit peu sur un article de Numérama qui a pris le temps, comme plein d'autres médias d'ailleurs, de consulter les SMS et de retranscrire un petit peu de rétrospective. Ça a commencé le 5 mars 2022 où il se plaint Elon Musk. Et quand tu sais que tout part de là, du coup, ça te donne une opinion assez tranchée de comment il faut considérer ce rachat. Il se dit choqué par le bannissement de Russia Today, qui est un média d'influence russe, qui était d'ailleurs dispo en France. Je ne sais pas si vous aviez une émanation, vous, au Québec, Matt, de Russia Today. Mais en tout cas, nous, on en avait un en France qui a été banni, comme dans beaucoup de pays de l'Europe. Et il disait que même si ce média disait beaucoup de conneries, ils disent aussi des trucs vrais, enfin. Et au nom de la liberté d'expression américaine, il les a défendus avec, alors je sais pas s'il pourrait encore aujourd'hui défendre Russia Today et les médias russes, mais bon, pourquoi pas. Même si c'était après l'attaque de la Russie en Ukraine. Et bizarrement, ce qui est assez rigolo à constater, c'est que tout son entourage le trouve très le trouve vraiment très chouette. Ils sont 100% d'accord avec lui. Tu as 100% raison, Elon. Je suis 100% d'accord avec toi, Elon, etc. Et il y a un de ses amis qui lui demande dans la foulée: est-ce que tu peux racheter Twitter et le supprimer, s'il te plaît? Et là, il met le petit pouce bleu, le petit pouce en haut qu'on a peut-être sur e-message. J'imagine que tout ça peut-être est sur un iPhone, j'en sais rien. Peut-être pour le racheter et pour le changer et lui faire respecter la liberté d'expression. Et voilà. Et donc, c'est parti un petit peu de là, sur cette discussion où il critiquait le bannissement de Russia Today, ce qui montre à quel point les enjeux de modération de contenu lui sont complètement, à mon sens, totalement étrangers. Et il y a Parag Agrawal derrière qui a commencé à critiquer quelque part le fait que il prenait la parole dans des termes assez vindicatifs vis-à-vis de Twitter. Les choses ont assez vite capoté, mais grosso modo, c'était un coup de tête, quoi. C'est-à-dire qu'il a eu cette idée-là qui lui est venue, l'invitation à rejoindre le conseil d'administration, mais après que Parag Agrawal lui ait demandé d'arrêter de dénigrer Twitter publiquement, Elon Musk lui a vite renvoyé l'a renvoyé paître, et il lui a dit d'un coup, je vais faire une offre pour rendre Twitter privé, et voilà. Et donc tout est parti de là. Est-ce que on se doutait probablement tous que ça pouvait être à l'issue d'une impulsion, ce rachat, Matt, mais est-ce que la lecture de cet article ou des SMS qu'il y a derrière t'ont surpris ou t'ont au contraire confirmé ce que tu pressentais sur ce sujet? Hier soir, j'ai lu en fait un article de The Atlantic qui va un petit peu plus loin que Numérama sur justement les échanges qui ont pu se faire via Twitter, via des SMS sur le rachat de Twitter. Je vous le traduis en français, vous allez voir un peu. Les SMS d'Elon Musk brisent le mythe du génie de la technologie. Et c'est hallucinant de lire ça.
quand vous êtes un petit peu dans la technologie et que vous savez que vous avez des systèmes, des gros systèmes à faire, des gros systèmes à convertir, vous pouvez pas imaginer le délire que Elon fait et ses acolytes. Hein. Il y a des grands noms qui sont dans ces échanges-là qui disent « Ah, ben, je te donne 1 milliard, il n'y a pas de problème. Ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Il y a même Calacanis qui se fait éclabousser par le fait même parce que il donne des idées. À la rigueur, à un moment donné, il dit « On va tuer Twitter, on va le réutiliser. On va utiliser les DM pour faire la promotion de nos trucs. On va spammer les clients pour trouver des moyens de monétisation de Twitter. » C'est hallucinant cet article-là. Je vous le dis, allez voir sur The Atlantic et vous allez voir un peu que c'est pas planifié ces trucs à Elon. En tous les cas, pour Twitter, c'est pas planifié. En plus de ça, vous allez voir ou sous-entendre une certaine cour un peu. On parlait que le roi est mort, vive la République. On parlait de ces choses-là. Ben non, c'est encore ça. Il y a une cour qui le suit et qui le flatte dans le sens du poil, ce Elon Musk. Et à certains égards, je trouve ça absolument dégueulasse. Je ne sais pas comment il fait pour continuer à avancer parce que c'est pas avec des gens qui te flattent dans le sens du poil que tu t'améliores, en fait. C'est d'apprendre de tes erreurs, d'avancer et d'être avec des gens totalement transparents. On voit qu'il y a une cour autour de lui qui est assez nauséabond, hein, cette histoire-là, depuis le début. Et puis cet article-là le confirme totalement. Et c'est du poker. C'est complètement du poker. Ah, je te donne 1 million, on va faire ça, on va changer. Après ça, on va changer le modèle d'affaires. Il y a Jack Dorsey aussi qui se félicite. Tu vois qu'à un moment donné, Elon Musk rabroue le CEO de Agrad, je ne me rappelle plus son nom. Mais... Agrawal de Twitter. Oui, Parag Agrawal, le rabroue en lui disant « Toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée de construction? » Tu sais, oui. des choses super blessantes. Tu fais « Mais merde! » On parle juste d'un média social et le rachat a l'air à concrétiser le fait que c'est nauséabond et qu'on veut en faire encore plus un média nauséabond. Bref, j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir en l'humanité quand je vois les SMS d'Elon Musk et je déprime encore par rapport à cette nouvelle-là, Guillaume. Que vais-je faire? Mais on va t'apporter plus d'enthousiasme, tu vas voir. Ou pas. Bon, on va essayer en tout cas. Mais ce qui me paraît dingue aussi dans cette histoire, c'est de penser qu'il y a un procès qui va se baser sur cette base d'informations. C'est-à-dire, à quel moment on peut se dire Elon Musk peut gagner quoi que ce soit? Bon, oui, ok, la justice, et notamment la justice américaine, sont parfois très surprenants. Il y a des notions de procédure qui doivent être respectées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire capoter un procès dans un sens ou dans un autre. Mais quand même, là, tu pars d'une base où je trouve que du côté d'Elon Musk, c'est pas mirobolant et c'est pas très glorieux et ça me donne pas le sentiment d'être très défendable en fait. Bon, écoute, on suivra évidemment le procès. Et c'est fou quand même quand tu y penses. Et je sais que on est dans un système qui le permet, mais c'est fou quand même d'avoir des procès, de monopoliser du public, hein, c'est des services publics qui vont trancher, des juges et tout ça pour des guerres d'ego. C'est des guerres d'ego, ces trucs-là, c'est fabuleux. Allez sur des caprices. Allez sur The Atlantic, l'article, vous allez voir, ça va vous dégoûter encore plus. On voit d'ailleurs dans les SMS aussi, hein, il y aurait matière à en développer aussi, mais que Jack Dorsey, donc le cofondateur de Twitter, était en train de préparer en mars un concurrent libre de Twitter. Bon, j'ose même pas imaginer à quel point ça pourrait être un environnement au moins aussi toxique que Twitter. Bref, allez, on en reparlera parce que je suis sûr qu'il y aura plein de choses qui vont arriver semaine après semaine. Je me réjouis qu'on puisse couvrir ça. On va clore cette rubrique un petit peu orientée autour de l'intelligence artificielle pour juste dire que DALL-E 2, donc vous savez, hein, ces outils de génération d'images assistés par intelligence artificielle sur la base de texte que vous décrivez, et donc l'outil vous génère une image qui correspond au texte que vous avez écrit. On en a parlé largement dans les précédents épisodes de Tech Café. Donc DALL-E 2 est disponible publiquement pour tous. Donc si vous voulez aller le tester, c'est presque encore plus simple que Midjourney maintenant. Vous avez un crédit de 50 images que vous pouvez générer.
Et plus que jamais, ça confirme un peu la tendance de ces outils depuis cet été, qui est que en gros, ça y est, là, c'est disponible pour le grand public. On a des générateurs d'images. Guillaume Poggiaspala proposait de les appeler les myriages. J'aimais beaucoup ce nom, je le trouve très élégant et qui décrivent un petit peu ces outils-là. Écoute, tant mieux. Et au passage, un petit coucou parce que sur Discord, on m'a partagé, Matt, une bande dessinée qui a été faite à base d'images générées par Midjourney, je crois que c'est Midjourney, qui est deux planches de bande dessinée qui s'appuient sur les chroniques des composants de Guillaume Poggiaspala, où il utilise les castors comme analogie au fonctionnement des processeurs. Et c'est plein de poésie. C'est Another Patch sur Twitter qui est présent aussi sur Discord, Discord de Tech Café. Allez regarder, c'est poétique, c'est très beau. On change de rubrique, on va aborder plein d'autres sujets sociétaux que j'ai compilés. Alors, un premier élément d'enjeu de société, c'est évidemment l'économie qui est directement touchée par les crypto-monnaies, avec le Bitcoin qui continue de baisser plus que jamais en fait. Les records sont battus semaine après semaine. Normalement, il y a des histoires de seuil qui bloquent à la hausse ou à la baisse les grandes fluctuations, d'ailleurs de beaucoup d'éléments d'économie de manière générale, mais aussi et beaucoup pour les crypto-monnaies. Sauf que là, le seuil bas du Bitcoin ne fait que baisser. Il est a priori à 17 700 $ et devrait encore baisser. D'autant que les perspectives économiques, notamment sur les marchés américains, sont évidemment en baisse. Il y a l'indice des prix à la consommation des ménages américains qui accentue encore cette tendance, et on a le prochain seuil de maintien du Bitcoin qui serait situé vers 14 000 $. Bon, ça sent pas très bon. Et puis toujours dans le domaine des crypto-monnaies, je sais pas si ça laissera matière, Matt, de ton côté à réagir l'un ou l'autre sujet, mais il y a Do Kwon qui est le fondateur des crypto-monnaies qui était qualifié de stablecoin. On en avait parlé aussi dans Tech Café. Donc c'est Do Kwon qui est coréen et qui avait créé Luna et Terra, qui avait co-créé Luna et Terra. Donc le principe, c'est que c'était des crypto-monnaies mais qui étaient indexées sur des monnaies réelles, et donc qui était doté d'une certaine stabilité, mais qui s'était quand même largement effondré et qui avait d'ailleurs mis à mal plusieurs partenaires qui étaient directement liés à ces crypto-monnaies-là. Et en fait, il est juste introuvable, Do Kwon, et il est même poursuivi par Interpol parce que il y a des mouvements qui ont eu lieu, notamment sur des portefeuilles qu'il détenait et qui n'auraient pas dû avoir lieu parce qu'il avait dit qu'il avait plus rien, mais malgré tout, il semblerait qu'il ait mis quand même quelques gros montants de côté. Alors ça aurait pas dû être possible, et il dément lui être en fuite, et il dit ne faire aucun effort pour se cacher. Les autorités de Corée continuent elles à vouloir le retrouver. Est-ce que c'est lui qui est vraiment à l'origine du déclencheur du crack qui a affecté presque toutes les crypto-monnaies? Difficile à dire, même si l'événement coïncide plutôt bien. Bon, en tout cas, les crypto-monnaies, j'ai l'impression, Matt, que dans l'éventail des choses technologiques qu'il faut suivre pour l'avenir, j'ai l'impression que ça fait partie un peu des éléments qu'on peut classer dans le passé. Je sais pas si toi, tu as une autre analyse. Moi, je vois pas comment est-ce que désormais on pourrait ressortir les crypto-monnaies en faisant un argument concret et viable pour la société. Le passage à The Merge pour Ethereum qui rend le fonctionnement de la crypto-monnaie plus sain d'un point de vue écologique, à même un peu, j'ai l'impression, continuer de faire s'effondrer le sujet. Mais je sais pas quel est ton sentiment, toi, sur les cryptos. On les met dans le passé? Oui, on les met dans le passé, mais on peut bâtir sur certains éléments intéressants, peut-être pas sur Bitcoin, mais il y a certains éléments qui vont être repris pour d'autres procédés. C'est normal aussi que quand l'économie va bien, il y a des marchés spéculatifs qui émergent et qui tu fais quand tu commences à y réfléchir, tu dis non merde, ça se peut pas qu'on mette une certaine valeur ou autant de valeur par rapport à ces marchés-là. Et c'est un peu normal, les marchés un peu se cassent la gueule avec l'inflation en Amérique du Nord. La confiance est à son plus bas. Alors c'est sûr que le spéculatif, faire ce genre de mouvement-là monétaire est tout à fait normal. Quand l'économie va reprendre,
si on souhaite qu'elle reprenne, peut-être que ça va revenir sous d'autres formes, peut-être, on le souhaite, plus responsable au niveau de l'empreinte, au moins écologique. Bon, on verra si jamais les propositions tech qui sont liées aux crypto-monnaies arrivent à convaincre et à ressortir sous une autre forme. Ce serait pas la première fois que ça arriverait dans l'histoire de la tech. Pourquoi pas? En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas tout de suite que ça s'appliquera aux NFT qui sont directement liés aux cryptos. Le dernier sujet sulfureux dans le domaine des NFT, c'est, alors tenez-vous bien, un dessin de Frida Kahlo, qui est une peintre que vous connaissez probablement bien. Je pense à chaque fois, je suis désolé, quand on dit Frida Kahlo, et je pense que c'est le cas de beaucoup, je repense à cet autoportrait en mono-sourcil de cette femme mexicaine. Bon, je pense que vous visualisez la même chose que moi. En tout cas, il y a un entrepreneur mexicain qui a diffusé une vidéo assez sulfureuse. La vidéo, ça me fait penser à certaines vidéos qui étaient associées à... Comment ça s'appelait? C'était McAfee, c'est ça? Tu sais, un peu l'entrepreneur américain qui avait derrière les antivirus. Oui. Il y a quelque chose d'assez dérangeant, je trouve, dans l'environnement de la vidéo. En gros, c'est dans une villa avec beaucoup de monde qui fait la fête, qui boit des cocktails en bord de piscine. Et durant cette soirée, il y a un dessin de Frida Kahlo que cet entrepreneur mexicain sort et brûle, ni plus ni moins. Il pose le dessin sur un verre à cocktail et il y met le feu. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Lui, il dit que c'est pour le bien de l'art. C'est que, justement, en faisant quelque chose de très provoquant à la hauteur de brûler un dessin qui est identifié comme étant un dessin artistique référencé, et pour lui, ça va attirer l'attention sur les NFT qu'il va lancer en parallèle. Et donc, il veut tout simplement un peu démocratiser l'art, quoi. En fait, il fait ça pour le bien de l'art, pour le rendre un petit peu plus visible. Donc, il vend des NFT de l'image qui a brûlé. Il y a 10 000 NFT qui sont mis en vente, pour chacun 3 Ethers, ce qui représente en gros, selon le cours actuel, $4 000, et donc il espère lever 40 millions. Bon, il explique qu'il y a quand même une partie qui devrait partir sur des œuvres caritatives. Je sais pas à quel niveau de débilité on peut se trouver pour faire ce type de proposition, ou peut-être que je suis extrêmement réac, et n'hésitez évidemment pas à me le dire pour ne pas comprendre la subtilité technologique et dans le domaine de l'art qu'il y a avec cette proposition. Mais je trouve que quand on en vient, et si c'est avéré, parce que vous allez voir que c'est pas forcément garanti que ce soit totalement avéré cette histoire, mais si on en vient à brûler des véritables œuvres d'art pour vendre des NFT qui ne sont, on vous le rappelle, que des pointeurs vers des images virtuelles qui n'ont aucune durée de vie garantie, ça me laisse pantois. Alors, je suis pas sûr que ce soit de matière à te faire croire un petit peu plus en l'avenir de l'humanité, Matt. Soulignons quand même, peut-être pour conclure, que c'est pas complètement avéré que ce soit un dessin authentique. Bon, d'une part, il a très bien pu faire une reproduction et brûler la reproduction. Et puis, a priori, il y a aussi le fait que les vendeurs de ces œuvres d'art qui sont censés suivre un petit peu les échanges dans ce domaine ont pas identifié le fait que lui avait pu racheter cette œuvre d'art. Donc tout cela est très 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 louche. Allez, admettons que ce soit avéré, Matt. Est-ce que pour le bien de la démocratisation de l'art au travers des NFT, on pourrait pas être prêt à brûler une œuvre d'art, tout simplement? C'est farfelu. Je suis sans mots. Pour vrai, je suis sans mots. Non, je pense que ça va alimenter mon cynisme ambiant du début de l'émission. Et j'ai envie de changer d'humeur, Guillaume. Changeons d'humeur. Alors, amenons des choses positive. C'est pas du tout positif, vous l'aurez compris, mais c'est en tout cas une initiative de Amnesty International, qui est une association qui défend évidemment les droits humains, et qui a sorti, ça va te réjouir, une publication qui est traduite dans plusieurs langues, dont le français. Donc c'est hyper accessible, hein. Vous pouvez aller sur amnesty.org et aller télécharger la version en français si vous voulez vraiment prendre le temps de la consulter. Je cite: l'atrocité des réseaux sociaux, Meta face au droit à réparation des Rohingyas. Et effectivement, est détaillé dedans quelque chose qu'on identifiait déjà, on en avait déjà parlé aussi dans Ta Café, hein, mais qui est le génocide des Rohingyas, qui a été perpétré en Asie par plusieurs populations, et pointé du doigt là-dedans le rôle de Facebook. À l'époque, c'était Facebook, hein, depuis 2014, et
non seulement Amnesty International dit qu'ils ont une responsabilité, mais qu'ils ont même encouragé les violences et les actes qui ont été perpétrés à destination des Rohingyas. Il y a plusieurs éléments qui sont listés dans le rapport, mais tout illustre encore une fois le fait que Facebook fonctionnait et fonctionne encore aujourd'hui à l'engagement, y compris si c'est la haine et la poursuite envers une ethnie qui génère cet engagement. Facebook structurellement est fait pour que ça fonctionne de cette manière-là. Et ça va encore un petit peu plus loin, le rapport qui est publié par Amnesty International, parce que à plusieurs reprises, au moins 2 reprises, il y a plusieurs activistes qui sont allés chez Facebook justement dire attendez, juste il y a un souci là quand même. Il y a des signalements qui sont faits, il y a des choses qu'on dénonce, il n'y a pas de réaction de votre part, et Meta n'a jamais vraiment réagi, y compris quand ils ont été sollicités physiquement dans leurs locaux. En fait, quand on lit le rapport, je suis pas certain qu'on puisse arriver à trouver le moindre élément pour défendre Meta ou leur donner une forme de crédit. Oui, évidemment, c'est très pris à partie, il n'y a pas d'élément de réponse de la part de Meta, mais tout cela est extrêmement dérangeant et on peut garder aussi à l'esprit le fait que ce qui s'est passé là-bas, mais c'est pas simplement le petit réseau social Facebook, c'est que dans les pays concernés, au Myanmar, Facebook était un élément structurant d'Internet et une énorme part de la population consultait Internet simplement en consultant Facebook. Il y a plusieurs éléments, plusieurs exemples qui sont donnés dans le rapport. Est-ce que pour être sûr que tu passes un début de semaine difficile, tu avais pris le temps de regarder un petit peu le rapport, Matt, que j'avais mis dans les notes de l'épisode ou pas? J'ai pris un malin plaisir à deviner d'avance quand il s'agit de ce genre de nouvelles-là, du fait que Facebook, finalement, a mal fait un truc. Non, lui, je ne l'ai pas regardé. Je les ai toutes regardées hier soir avec ma Kindle, ma liseuse, pour pas me divertir avec mon téléphone. Mais non, je l'ai pas suivi. On a un problème de système de valeurs qui fait tout foirer. Et quand on a débuté dans les médias sociaux, autant on était content d'avoir des plateformes pour échanger avec sa famille, envoyer des photos, que ça soit simple, que ce soit pas cher. Autant maintenant, c'est l'attention, l'économie de l'attention. Pourquoi l'attention? On veut l'avoir pour mettre des pubs. Et puis, c'est encore là, ça ébranle un peu notre système de valeurs parce que des pubs pour faire de l'argent à tout prix, ils sont en bourse, on a des... Et tu vois, c'est un cercle vicieux tout ça. Et je sais pas comment on va s'en sortir, mais quand ça touche les vies, généralement, et que ça touche la sécurité des gens, c'est là que le gouvernement doit embarquer. C'est pour ça que la police, c'est le gouvernement. C'est pour ça que les ambulances, les hôpitaux, c'est le gouvernement. En théorie, dans des pays civilisés, clin d'œil pour les Américains en dessous de chez nous. Mais c'est pour ça que quand les choses qui sont en lien avec la santé et la sécurité des citoyens, des concitoyens, de nos voisins, ça doit être le gouvernement qui s'en mêle. Et là, Facebook est trop gros pour que ce soit juste un gouvernement qui s'en mêle. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que l'histoire des résultats économiques de Meta se charge de les remettre dans le droit chemin, parce que si je dis pas de bêtises, les dernières tendances en matière de revenus de Facebook, plutôt de Meta maintenant, sont pas aussi glorieuses. La fortune personnelle de Mark Zuckerberg, c'est bien évanoui, hein. Évanoui, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, il a diminué dans le classement des personnes les plus riches du monde de nombreuses places. L'avenir a l'air d'être pas forcément hyper enthousiasmant. À voir si le métavers les sauvera. Mais en tout cas, je voulais mettre en lumière quand même cette prise de parole qui est très bien documentée d'Amnesty International et qui s'appuie évidemment pas mal sur les éléments qui ont été communiqués par la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Et évidemment, ça donne beaucoup d'eau à leur moulin et surtout des éléments de preuve hyper concrets. Donc encore un rôle important joué par un lanceur d'alerte. On va terminer les éléments qui touchent à Meta pour vraiment finir de se déprimer, mais
c'est vraiment un truc à suivre, ce qui se passe au Brésil. Il y a des élections présidentielles qui se sont déroulées hier au moment où on enregistre avec Matt. C'était donc dimanche 2 octobre. Il y a deux candidats qui s'affrontent. Il y a Jair Bolsonaro, le président sortant, et l'ex-président Lula. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette campagne présidentielle, ces votes et cet affrontement se fait sur un terrain de désinformation complètement dingue, que moi j'ai découvert en fait. J'ai découvert les proportions, notamment en écoutant un épisode de Complorama, qui est un podcast, vous le savez, que j'aime bien, qui met en lumière plusieurs sujets liés aux théories du complot, à la désinformation, aux fake news. Et donc ils ont fait l'épisode qui est sorti il y a quelques jours sur ce sujet-là. J'étais complètement sur le cul, Matt, de voir que au Brésil, il y a attends, je reprends, il y a quoi? Il y a 6 personnes sur 10 qui s'informent. 79%, ça y est, j'ai les chiffres. 79% de la population qui s'informe sur WhatsApp. Le Brésil, c'est le deuxième marché au monde, juste derrière l'Inde. Et 4 Brésiliens sur 10, ils reçoivent, tiens-toi bien, des fake news quotidiennement. Hallucinant. Et donc un environnement là-bas au Brésil où Bolsonaro, donc candidat sortant d'extrême droite, met en avant énormément de désinformation. Il accuse le camp travailliste de promouvoir un kit gay à l'école, par exemple, avec des tétines en forme de pénis. Il accuse le camp qui accompagne le candidat Lula de vouloir fermer les églises évangélistes. Il y a un tiers de la population brésilienne qui croit ce type de théorie de fake news. Il organiserait des tentatives d'assassinat de Bolsonaro. Lula serait contre le drapeau du Brésil. Bref, je vais pas tous les repasser, et surtout l'idée évidemment pas de présenter Lula comme étant le candidat du bien et Bolsonaro le candidat du mal, parce que c'est vraiment pas si simple que ça, et Lula est pas non plus complètement idéal, je pense, comme responsabilité politique d'un aussi grand pays, avec des accusations liées à de la corruption dans le passé. Bref, il est pas tout clean de son côté, mais c'est quand même un environnement d'une toxicité qui est assez dingue. Et pourquoi je voulais principalement en parler, c'était pas que parce que le rôle de WhatsApp était assez dingue, c'est aussi parce que Bolsonaro brandit des menaces à la hauteur de ce que Trump a pu brandir comme menace et quelque part mettre à exécution, avec une prise du Capitole. On serait pas étonné si d'ici une semaine, ou d'ici 15 jours, je sais plus, avec un deuxième tour de cette élection présidentielle, il y ait des mouvements de population et des révoltes au Brésil, tout cela étant largement animé par de la fake news. Alors, c'est un peu facile comme exercice rhétorique, Matt, mais je rebondis encore une fois sur ce que tu disais en intro. On est en train de réfléchir à l'avenir de la robotique pour accompagner l'espèce humaine dans les tâches les plus difficiles et pour nous aider à nous développer en tant qu'être humain. Et on est aujourd'hui extrêmement sujet, je dis on parce qu'on sait pas dans quelle mesure nous qui participons et écoutons Tech Café, on pourrait pas y être sujet non plus, mais on est sujet à de la désinformation aussi puissante que ce qu'il y a là-bas au Brésil. Je suis désolé, Matt, je vais réjouir ton... sans alimenter le fait que Bolsonaro, c'est un abruti de première. C'est quand même lui qui a déclaré que quand vous avez un enfant qui affirme, qui sort qui affirme fièrement son homosexualité ou le fait d'être différent, c'est quand même lui qui a déclaré que ces parents-là devraient battre leurs enfants. Alors, on en est à de la débilité stratosphérique qui probablement va arriver sur Mars, tellement c'est débile, et on va y arriver, on va être content, on va avoir été sur Mars. Par contre, tous ces vents politiques-là doivent se retrouver dans un endroit pour discuter. Ça doit pas... comment j'exprimerais bien mon point, c'est que je ne sais pas comment le système politique est fait au Brésil, mais il faut à tout le moins que les gens qui sont du côté de Bolsonaro se retrouvent dans une espèce d'assemblée nationale, soient élus, pas à majorité, mais au moins se retrouvent dans des endroits où on débat d'idées, où on débat de projets pilotes,
pour que les voix soient entendues et que ça ne se retrouve pas dans les rues et que ça fasse des assauts au Capitole et que ça fasse des manifestations et que ça fasse des choses comme ça. Alors, on peut les trouver à tout le moins Bolsonaro complètement absurde, mais il promet ou il soutient en lui certaines idées qui doivent être débattues dans des endroits qui sont prévus à cette fin. Je ne pense pas que la rue en soit une. Maintenant, pour une prise de Capitole potentielle là-bas, là, en ça je fais référence. Maintenant, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Il y a eu l'enterrement de la reine d'Angleterre dernièrement et notre premier ministre a été à l'enterrement de la reine d'Angleterre, parce qu'on est des sujets de la reine au Canada, pour ceux qui ne savent pas. Et en soirée, il a décidé, en l'honneur de la reine d'Angleterre, de chanter une chanson de Queen en son honneur. Il a été filmé et tout de suite, on a ri de lui, on l'a tourné en ridicule, notre premier ministre, comme de quoi que c'était irrespectueux. Alors, il y a un mode en ce moment très malsain pour être politicien et ceux qui y sont, c'est peut-être pas les bons. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais c'est certainement pas en se tapant sur la gueule, en prenant des capitoles, en prenant les rues, que ça va fonctionner. Il faut trouver un moyen pour qu'on puisse se parler. Et puis, les médias sociaux sont peut-être pas la place, sont assurément pas la place, parce qu'eux autres alimentent l'émotion. Et typiquement, l'émotion négative fait vendre. Et leur prérogative, c'est de faire de l'argent. Alors, je ne sais pas comment il faudrait faire, mais je sais que ça ne doit pas être dans les médias sociaux, à tout le moins. Et peut-être que des conversations par WhatsApp, c'est pas l'idéal. C'est intéressant de voir à quel point le fonctionnement d'une société et toutes les communications, les modes de communication qui peuvent être installés doivent au moins en partie influencer la manière dont est discutée la chose politique et le fonctionnement de la société. En tout cas, ça, bon, le modèle tel qu'il est décrit au Brésil me fait pas à chaud rêver, hein, de mon côté. Mais bon, c'est comme ça. Et puis un dernier mot ainsi pour dire que évidemment ce qui est très facile c'est de dire que les votes sont trafiqués. C'est un des arguments qui est mis en avant par Bolsonaro, c'est de dire que les urnes électroniques ne sont pas fiables. Alors là, c'est peut-être une petite parenthèse qu'on peut se faire ensemble. C'est hyper intéressant de voir que lui critique la fiabilité des urnes électroniques qui ont pourtant été utilisées au Brésil depuis 1996 et ça avait pas trop posé de problème. Quelque part, c'est toujours pratique d'ailleurs de répercuter la faute sur la fiabilité du vote, parce que si tu perds, c'est que les votes sont trafiqués, et si mais quelque part, même si on gagne, on aurait dû gagner encore plus fort parce que ça a été trafiqué, il y a eu des tentatives de fraude. Bref, en fait, on peut dire ce qu'on veut en mettant en face les faits que l'on souhaite. Aujourd'hui, tout passe. Mais tu sais, on n'a pas besoin de l'informatique pour dire que les élections sont truquées. Ouais, c'est vrai. Je te ramène dans les années 80, où dans le temps des narcotrafiquants, où c'était je dis pas qu'il y en a plus, où c'était vraiment très, 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 j'allais dire à la mode, mais c'est pas le bon terme. Ça faisait foison, le fait que les narcotrafiquants contrôlaient les États et l'État contrôlait les élections. Et tout simplement, aux scrutateurs, des gens arrivaient avec un pistolet et disaient, tu rajoutes un 0 de plus au décompte du vote, sinon je te tue. Eh bien, l'élection a été trafiquée. On n'a pas besoin que ce soit de l'électronique puis d'accuser l'électronique, parce que c'est beaucoup plus simple de dire qu'il y a un pirate russe qui va pirater une élection parce que c'est occulte. À ça, je vous référais à certaines études, des gens qui sont complotistes. Généralement, une personne complotiste, malheureusement, au niveau psychologique, c'est des gens qui se sont fait avoir souvent. Et pourquoi ils se sont fait avoir souvent? Naïveté, manque d'éducation, manque d'information. Alors, c'est certainement pas en continuant à propager des nouvelles et en ne comprenant pas les systèmes qu'on va y arriver. Les élections, c'est toujours le point névralgique où on dit que ça a été trafiqué. Aux États-Unis, on empêche certaines personnes racisées de certaines sections de vote, de circonscription, d'aller aux urnes. Et c'est pas de l'électronique, c'est des lois, c'est des façons de faire pour empêcher un certain vent coureur d'aller voter. Dans certains pays, on empêche, exemple, des étudiants d'aller voter dans leurs écoles. Ça aussi, c'est une certaine façon d'empêcher le vote qui aille dans une certaine tendance. Alors,
c'est facile de rejeter ça sur les machines à voter. Quand c'est bien fait, quand c'est bien audité, ben oui, ça relève des enjeux, mais il faut tout de même pas dépasser les limites. Il faut comprendre les systèmes avant de s'avancer. Je suis pas sûr que les personnes qui les accusent les comprennent bien. Ouais, et c'est rigolo parce que bon, d'ailleurs, autre exemple qui n'a pas besoin de l'informatique pour être pointé du doigt, c'est bon les référendums entre guillemets, un référendum en Ukraine organisé pour le rattachement de certaines régions ukrainiennes à la Russie. Ça c'est très très récent et aussi très concret. Mais tu sais, je voulais soulever juste ce sujet, Matt, parce que en France il y a quelque chose de très sacré autour de la garantie du vote. De l'authenticité du vote, de la confidentialité du vote, derrière le fait que ce soit en papier. Moi, j'ai été largement convaincu par plusieurs personnes ici en France qui ont largement réfléchi sur le sujet en disant qu'aujourd'hui, bah non, une machine pouvait pas avoir les mêmes garanties qu'une organisation d'un vote au format papier. Toi, j'ai l'impression que tu tiens pas trop ce discours finalement et que non, un vote électronique pour toi, il peut garantir la confidentialité, la fiabilité, le fait d'être vérifié, le fait d'être authentifié sans pour autant exposé à des trafics. Ben, je te référais il y a quelques semaines, c'est sorti en Suisse. Pendant des années, la Suisse travaillait avec une firme espagnole qui s'appelle Seitel. Seitel a été sur le bord de la faillite. Ça a d'ailleurs était un problème pour le vote pour les expatriés français dernièrement. Ça a mis à mal, parce qu'en France, vous avez le vote par Internet pour les expatriés. La Suisse a récemment fait des audits de plusieurs, je pense, 6 000 de mémoire, je ne me rappelle plus vraiment le nombre de plusieurs testeurs, hackers, hackeuses, chercheurs en cybersécurité, et ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. C'est donc dire que quand c'est bien fait, quand c'est fait dans les règles de l'art, que c'est bien audité, qu'on ne veut pas couper, que c'est fait par l'État. Et là, vous voyez un peu où je me situe au niveau politique, mais quand c'est des choses de cette nature-là, ça doit être fait, je pense, à quelque part, en partenariat au moins, tout le moins par l'État, et surveillé par l'État et audité. Et quand c'est transparent, ça serait difficile de dire que c'est blanc ou noir, malheureusement, encore une fois. Et je te ramène au fait que du scrutin papier peut être piraté. Mes exemples précédents en étaient la preuve probante. Ouais, et on n'a pas besoin. Et avec du recul, si vous vous rappelez bien l'élection de Donald Trump, si on part du principe que ça a été hijacké à tout le moins par les médias sociaux, le Brexit, si ça a été hijacké par les médias sociaux, à tout le moins, il y a eu une interférence. Alors, c'est pas nécessairement dans le système électoral tout le temps qu'il faut regarder. C'est peut-être dans les règles qui l'entourent. Ou dans le contexte de la société qui amène à se positionner sur un choix ou un autre. Écoute, décidément, j'ai beaucoup de mal à me faire une opinion définitive sur le vote électronique et le vote papier. Laissons passer les élections et on va terminer cette rubrique juste pour mentionner très très vite que en Iran, il y a aussi les mouvements qui continuent avec les coupures internet qui se succèdent et avec des propositions de la part de plusieurs sociétés. On avait parlé de Tesla pas de Tesla, de Starlink qui s'était mobilisé avec l'accord de Washington pour aller mettre à disposition des kits Starlink. On disait bien d'ailleurs à quel point c'est sans doute pas très facile de s'équiper de Starlink. Alors autant en Ukraine par exemple, il y avait une vraie volonté de la part du gouvernement ukrainien de recueillir des récepteurs Starlink pour la population et pour affronter l'attaque russe. Donc là ok, mais là en Iran ça n'a pas être aussi simple de faire circuler sous le manteau des équipements Starlink. Et puis en plus on peut être clairement plus facilement localisé avec ce type de service, donc à utiliser avec des grosses pincettes. Mais il n'y a pas que Starlink, il y a donc Signal aussi qui fait un gros travail pour rendre accessible le service de messagerie pour notamment s'appuyer sur des proxys qui permettent de contourner les différentes censures. Évidemment, c'est une messagerie qui est chiffrée de bout en bout et qui est, de l'aveu de beaucoup, la messagerie la mieux chiffrée et la plus protectrice des informations qui circulent.
circulent et qui propose notamment le fait de télécharger l'application via le fichier APK, donc pour l'installer sur Android depuis le site officiel. Alors sur le site officiel, ils disent bien qu'il faut le faire qu'en ultime recours, mais il s'est quand même rendu possible. Et puis la version pour iOS a été mise à jour pour supporter les proxies. Bref, ça avance du côté de la résistance. Pas sûr que ça suffise pour vraiment mener à bien la résistance qui a été initiée, mais là aussi c'est intéressant de voir le rôle de la tech. Matt, je te propose qu'on enchaîne très très vite sur un tout autre sujet qui sera à mon avis assez intéressant à aborder avec toi. C'est tout simplement, et on change vraiment de ton et d'environnement, les nouveaux produits tech matériels d'Amazon. Matt, j'ai presque envie de te laisser largement la parole parce que tu vas dire bien mieux les choses que moi, et puis je t'ai tellement confié de sujets anxiogènes que je pense qu'on a besoin de se réjouir. On mettra de côté tous les enjeux écologiques, on les connaît, on essaye de travailler avec ça. Juste, on va observer les propositions qui sont faites par Amazon avec les nouveaux produits, notamment des nouvelles enceintes. J'ai retenu des nouvelles télés assez sympas, pas non plus ouf, mais des nouvelles télés sympas, et un Kindle assez remarquable. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces nouveautés Amazon? Oui, puis avec beaucoup d'enthousiasme, parce que j'aime beaucoup Amazon, j'aime beaucoup la ligne de produits. Un peu à l'image de ce que fait Apple, ils ont un bon suivi des mises à jour. Alors, quand vous achetez des produits d'Amazon, c'est indiqué dans le site que vous allez avoir 5 ans de mise à jour garantie des produits Amazon, de la minute que le produit n'est plus au catalogue. Et il y a des produits qui sont au catalogue depuis très longtemps. Alors, les mises à jour sont là depuis excessivement longtemps. Alors, Amazon, c'est quoi? C'est une boutique, mais c'est aussi un fournisseur de services Internet avec AWS, mais c'est aussi Amazon au niveau des produits. Et dans les produits physiques, il y a les assistants connectés avec la fameuse... et là, éteignez vos assistants connectés si vous en avez, Alexa. Tout l'écosystème est entoure Alexa. Et évidemment, les enceintes connectées. Nouvelles enceintes connectées, Echo Dot, qui viennent d'arriver, qui sont magnifiées, c'est-à-dire que le son, les basses sont beaucoup meilleures. Pour le prix, c'est à des années-lumière de ce que peut faire Apple, et pourtant, vous le savez que j'aime les produits Apple, mais pour les assistants connectés, s'il n'y a pas photo, les assistants connectés, vous prenez Amazon, point, ça finit là. Vous pouvez même connecter Amazon Music, Apple Music et Apple Podcast. Alors, il n'y a pas... Non, vous allez dans les Echo Dot et puis vous activez surtout le fait que ça se vide automatiquement les données personnelles et des choses comme ça là, dans les configurations. Mais c'est ça, on a des nouveaux Echo Dot qui, en plus d'avoir une amélioration au niveau du son, vont faire partie du réseau pour diffuser votre réseau sans fil à la maison, et va étendre en fait votre réseau à la maison, et ce petit haut-parleur-là va participer à améliorer votre qualité du réseau. Bon, c'est pas du gigabit, ça va jusqu'à 100 mégabits, mais ça s'intègre dans un réseau méché à la maison, et ça fait du bien pour ceux qui ont des difficultés de diffusion de réseau en interne. Sont plus sensibles maintenant pour les boutons, pour le fermer, c'est beaucoup plus simple. Bref, un beau rehaussement qui s'est fait. Alors, il y a la version petite bouboule normale à 50 d'euros, puis la version petite bouboule avec l'affichage de l'heure qui est à 10 € de plus. Grosso modo, vous allez les retrouver bientôt. Petit clin d'œil, si vous voulez aller dans l'écosystème, en ce moment, la version juste précédente est en un rabais phénoménal. Pour une 20 d'euros, vous pouvez avoir un écho pour le tester, et ça fait franchement plaisir. Alors ça, c'était le renouvellement de ce produit-là. On a aussi un nouveau produit qui arrive, qui était aux États-Unis, mais qui commence à arriver en Europe, c'est l'Echo Kids. L'Echo Kids, c'est quoi? C'est la même affaire que l'Echo Dot, la bouboule haut-parleur, mais là, pour les enfants, avec Amazon Kids d'intégrer. Vous avez 1 ou 2 ans qui vient avec le forfait, le petit Echo Dot. Juste le forfait Amazon Kids, ça paye. Ça paye l'enceinte. Alors, c'est vraiment intéressant si vous voulez entrer là-dedans. Ça vient aussi avec des limitations pour les enfants. La boule Echo est beaucoup plus jolie à regarder. Tu as un petit hibou et un petit dragon, Guillaume. Alors, ça peut être intéressant. Ça, évidemment, Amazon Kids, c'est un écosystème pour les enfants.
Il y a des livres, ils vous racontent des histoires, vous pouvez faire des questions-réponses, vous avez des assistants pour les devoirs aussi des enfants, c'est vraiment chouette. Un nouveau assistant vocal pour l'auto. Là, il y avait le Alexa pour auto, il y a une nouvelle version qui vient d'arriver. J'ai pas beaucoup plus d'informations que ça, mais moi, j'ai le Echo dans l'auto, ça participe à mon écosystème et je fais des trucs super sympathiques du genre, quand je suis à 1 ou 2 kilomètres de la maison, dis à toute la maison que j'arrive, allume les lumières ou des choses comme ça sans lâcher le volant. Et ça m'a coûté une vingtaine de dollars canadiens. Soit dit en passant, j'ai dit qu'au niveau des mises à jour, Amazon faisait attention, mais il faut aussi attention dans la création des produits. Certes, il y a évidemment des composants qui sont à problème, mais ils font quand même de plus en plus d'efforts dans l'emballage et dans la création de ces appareils-là. Ils ont une certification maintenant Create for Human qui est intéressant chez Amazon. Dernier truc qui arrive au niveau de l'assistance puis de la santé, il y a Allo Rise qui va être un petit cadran que vous allez mettre sur la table de chevet à côté de vous et qui va vous permettre d'analyser votre sommeil. D'aucuns diront, si je me lève le matin et que je vais pas bien, ça veut dire que j'ai mal dormi. Oui, mais peut-être que ça va vous donner d'autres informations et que ça va allumer la lumière dans un cycle de sommeil moins profond, ce qui fait que vous vous réveillerez mieux. Ça va surveiller la température aussi. Ça peut jouer aussi sur les thermostats dans la maison. Ben ça, c'est quand même des nouveautés qui sont intéressantes. Oui, une télé, Guillaume, une télé qui peut faire office de tableau pour la famille, parce que il va permettre d'avoir les éléments qu'il y a dans le Echo Show 15. Le Echo Show 15, pour rappeler, c'est une espèce de tableau Alexa qui vous permet de mettre des post-it, d'avoir un agenda familial, d'avoir des réponses, d'avoir des parties de météo. La nouvelle Alexa Fire TV Omni QLED, qui est une télé complète, intégrera cette fonctionnalité-là et va intégrer aussi une télécommande qui, on parlait d'Optimus il y a quelques instants, une télécommande qu'on va retrouver dans le canapé. Et ça, moi, Guillaume, c'est ça que je voulais. Retrouver ta télécommande avant tout. Et c'est ça que je voulais, moi. Moi, l'industrie de la Silicon Valley répond totalement avec juste cette nouveauté-là à tous mes besoins. Non, trêve de blaguerie. Vous comprenez que c'est une télé ultra connectée dans l'écosystème d'Amazon qui se partage en famille avec des post-it, des rappels et évidemment tout l'écosystème Amazon Prime, Fire TV qui permet de consommer du Netflix, qui permet de consommer tout ce qui est Amazon. Et ça, on aime beaucoup. Petite nouveauté et qui est quand même grosse. Guillaume, je te laisse réagir, vas-y. C'est juste un petit mot sur les réseaux d'enceintes connectées. Je trouvais hyper intéressante leur proposition d'étendre le réseau Wi-Fi de la maison. C'est vrai que un réseau Wi-Fi dans nos petites maisons, selon comment les murs sont foutus, la disposition des pièces, etc. Mais parfois ça capte pas toujours super bien. C'est hyper malin de leur part de transformer leurs enceintes qu'on peut mettre, les essaims d'enceintes qu'on peut mettre chez soi, de les transformer en maillage réseau comme ça pour faciliter la connexion Wi-Fi. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça peut vraiment changer la donne, mais je trouve que la proposition est très maligne. J'aime bien ces petites propositions qui parfois s'installent sur une mise à jour ou une toute petite fonctionnalité en plus sur une génération de produits et qui rendent quelque chose de très auquel personne n'avait pensé. Finalement, ça le rend très 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 évident. J'ai hâte de savoir si ça améliore les choses parce que ça peut démocratiser la connectivité. Et tu vois, moi j'avais la dernière enceinte. J'ai tous les modèles à la maison. T'as la collection complète. Oui. Et dans leur dernière proposition, avant celle-ci, il y avait des éléments pour la température. Alors, dès que la température diminue, automatiquement, mon thermostat connecté va augmenter. Alors, j'ai configuré ça et c'est d'une simplicité déconcertante avec l'application d'Alexa. Vous pouvez même utiliser l'application Alexa que je vous parle sur votre téléphone, même si vous n'avez pas d'enceinte, pour voir un peu comment ça fonctionne avec Alexa, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et c'est assez bluffant. Et oui, ils commencent à rajouter beaucoup de composants dans leurs enceintes et c'est pas forcément des choses par rapport à Alexa, c'est vraiment de la domotique, étendre le réseau Wi-Fi de la maison, la température, et c'est vraiment chouette. Dernière chose qu'on voulait partager dans ces annonces Amazon sur le plan matériel,
C'est une nouvelle Kindle, la liseuse que tu utilises toujours, Matt. Je sais que tu aimes ta Kindle. Il y a plusieurs Kindle. Il y a Kindle classique et Paperwhite qui est un peu rétroéclairé. Je sais, il faut pas dire rétroéclairé, mais en tout cas, ça fait comme si c'était rétroéclairé. En gros, on peut lire dans le noir. Il y a la Oasis qui est un peu la premium. Et à côté de cet écosystème des Kindle qui sert vraiment à lire des livres, il y avait aussi un autre produit. Moi, j'avais régulièrement des pubs pour ce type de produit. C'était la Remarkable, Remarkable, qui notamment en était à sa deuxième itération, qui est finalement le même technologie d'écran grosso modo que les Kindle, c'est-à-dire du e-paper, une consommation d'écran, un écran qui consomme très peu d'énergie, parce qu'il n'a pas besoin d'être tout le temps alimenté pour afficher une information, mais qui servait aussi et surtout à prendre des notes. Quelque part, c'était l'espèce d'hybride entre l'iPad et le Kindle. Bon, il y a plein de défauts, il y a le logiciel, il y a le fait que ça fonctionne aussi beaucoup avec un abonnement. Bon, il y avait beaucoup à dire sur la Remarkable qui a jamais été très répandue dans les chaumières, qui a aussi un prix important, 350 €, là je vois notamment en France. Mais c'est intéressant de voir Amazon, Matt, il propose quelque chose qui est assez directement à rapprocher de la Remarkable. Oui, mais en fait, c'est une liseuse. Si vous connaissez la Remarkable, c'est une liseuse 10 pouces, à peu près. Pas encore le format de papier standard, mais pas loin, la grosseur d'un iPad, en gros, si vous voulez, sur lequel vous allez pouvoir prendre des notes avec un stylo qui n'a pas de batterie, un stylo aimanté. Ah, tiens, ça me fait penser à une compagnie. La promesse, c'est de pouvoir prendre des notes sur, en plus, vos livres qui sont dans l'écosystème Kindle. Soit dit en passant, à la FNAC, vous avez chez vous en France Kobo, la Kobo Ellipsa, qui fait exactement la même promesse que ce que fait Amazon. Alors, si vous êtes allergique à l'écosystème d'Amazon, ça se peut. À leur fermeture par rapport au format, par exemple, des e-books, Ellipsa, ça peut faire. Il y a Remarkable. Il y a une version Sony et il y en a une version Linux. C'est pas des nouveautés, mais de le voir chez Kindle, ça s'appelle la Kindle Scribe. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on compare les prix des autres, ça vient avec un stylo, le stylet ou je sais pas, le stylo pour écrire dessus. Il y a une version premium du stylet, il y a une version de base. Le premium il permet d'effacer. La version de base ne permet pas. Et tout dépendant les options que vous allez prendre, vous allez pouvoir avoir soit une version Remarkable ou Ellipsa pour 20% du prix, en tous les cas au Canada, de ce que coûtent ces autres liseuses-là. Et vous allez pouvoir ajouter des options, stockage, étui en cuir, pas en cuir. Bref, on arrive à un niveau de personnalisation qui me fait penser beaucoup à ce qui arrive chez Apple, mais qui d'aucuns seraient aussi chez Kobo. Et c'est intéressant parce que prendre des notes sur un livre, moi, ça me fait toujours mal en physique d'écrire. Je porte pas. Ouais. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça m'appartient, mais on dirait que je brise un objet et là, je vais pouvoir le faire. Ce qui est la grosse nouveauté pour vrai là-dedans, pour moi, qui est un consommateur qui est dans l'écosystème de Kindle, c'est qu'ils vont revoir la partie partage et comment on ajoute des choses dans la Kindle parce que c'est assez compliqué et simple à la fois, mais pas complet. Je m'explique. Pour pouvoir l'envoyer, on a une application sur iOS qui permet de partager ton contenu sur Kindle, mais ça marche une fois sur 9. Ah oui, c'est pas beaucoup, la vache. Ça marche pas très bien. Pour envoyer des articles chez Kobo, ils ont un partenariat avec Pocket. Chez Amazon, faut envoyer un email avec une pièce attachée. Il existe des shortcuts d'Apple pour pouvoir le faire, mais ça marche pas tout le temps bien. Et puis, dans la nouvelle qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y aurait un arrimage avec Word. Et je ne sais pas comment ils vont le faire avec Office. Mais bref, on va pouvoir prendre des notes, les exporter dans Word et importer des choses plus facilement qu'avant. Et pour moi, tu as réagi à ce tweet-là que j'ai fait. Et pour moi, c'est ça la nouveauté. Parce que, indépendamment du hardware qui a l'air intéressant, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais indépendamment du hardware, c'est quand même la façon d'aller chercher ou de mettre du contenu pour le lire. Et ceux qui ont des Kindle et qui éprouvent le même problème que moi en ce moment, je vous réfère à une application qui coûte 5 $ qui s'appelle Comfy Read et qui permet de faire un peu comme Pocket, c'est-à-dire de prendre
à n'importe quel article de prendre comme feed et de l'envoyer dans votre Kindle. Ça prend 2-3 petites manipulations. Et c'est ça que je m'attendais de Kindle, mais il faut que je passe par des applications tierces. Et pour moi, l'arrivée de Scribe, ben, c'est chouette pour ceux qui veulent prendre des notes parce que l'autonomie va être de plusieurs semaines pour prendre des notes. Alors, ceux qui ont des iPads comprendront que c'est majeur comme nouveauté. Ça, c'est la nouveauté qui est chouette, mais pour moi, c'est vraiment la nouvelle application, la nouvelle façon de partager des notes entre Kindle et un autre écosystème. Je suis sûr que tu auras l'occasion d'en reparler dans Relife avec un petit peu de recul, ou d'ailleurs tu reviendras dans Tech Café pour nous dire ce que tu en penses. Moi, ça m'a beaucoup interpellé d'avoir, c'est tout bête en fait, tu vois, j'étais passé à côté des autres propositions à part Remarkable, mais notamment de chez Kobo. Et j'avoue que j'ai probablement été trop déçu de Kobo pour m'intéresser à ce qu'ils font. Et donc je voyais ça comme une véritable nouveauté, donc pas vraiment si nouveau que ça de voir le Kindle Scribe où tu peux noter dessus. Mais par contre, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le prix. Je trouvais qu'avec un stylet 16 Go, un appareil qui coûte 369 euros 99, eh ben ça me semblait terriblement cher, et en plus effectivement il existe des versions plus chères, hein. Si vous prenez 64 Go, c'est 449,99 € en France, et avec un stylet premium c'est encore plus. Bon, évidemment la période n'est pas à la baisse des prix, et encore moins dans le monde de la tech, mais quand même je me dis que c'est une proposition un peu coûteuse. Après, si ça répond typiquement à un besoin que rencontrent certaines personnes, tant mieux. Matt, je vais bientôt te libérer, je voudrais juste qu'on touche un dernier mot sur un sujet de l'actu tech qui touche aussi à l'actu des jeux vidéo. C'est le service Stadia qui, comme tout bon service Google, ferme. Donc Google a annoncé la fermeture de Stadia, qui est sa plateforme de jeux vidéo cloud, qui n'était pas du tout un Netflix du jeu vidéo parce qu'il fallait acheter ses jeux. En tout cas, le service va fermer le 18 janvier 2023. Je crois quand même, on peut reconnaître un certain talent à Google pour proposer des services et arriver à bien les fermer. Maintenant, ils font ça vraiment dans les règles de l'art parce que ils vont carrément rembourser si vous avez acheté des packs, si vous avez acheté, je crois, des manettes, si vous avez acheté les jeux. Vous allez être remboursé. Écoute, c'est assez ouf. Moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué dans cette annonce, c'est de me dire, bon, ok, c'est-à-dire, on savait que ça marcherait pas très bien, on savait que ça pourrait fermer, ok, très bien, ça s'arrête, bon, tant pis pour ceux qui ont acheté leur jeu. Eh ben non, ils font ça super bien. Ils remboursent ceux qui ont acheté des manettes et des jeux. En tout cas, le service, les collaborateurs l'ont appris quelques minutes avant l'annonce publique, un petit peu comme c'était le cas pour la fermeture du studio de développement de jeux de Google, donc de Stadia. Tout cela est très précipité, mais quelque part, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Je suis pas sûr, Matt, que tu passes énormément de temps dans ton quotidien. Je suis pas sûr que tu aies énormément de temps à consacrer aux jeux vidéo, encore moins à Google Stadia, et pourtant c'est un service qui fait gagner du temps puisque t'as pas de mise à jour, hein. C'est un peu le Chromebook du jeu vidéo. Ça va peut-être pas beaucoup te manquer, j'imagine. Bon, ben moi, j'attends Amazon Luna qui arrive bientôt, qui est aux États-Unis et qui arrive bientôt au Canada. Alors moi, c'est la seule proposition qui m'intéresse parce qu'elle vient d'Amazon. Le fanboy. Parce que j'ai confiance à Amazon. Tu dis, ils font ça super bien, Guillaume, c'est-à-dire ils remboursent. Est-ce qu'ils reprennent les manettes et ils s'occupent de la vente, de les recycler, les recycler? Les manettes doivent être utilisables avec fil sur d'autres appareils, notamment sur PC. Donc quelque part, tu peux leur donner une seconde vie. On peut imaginer qu'ils aillent, c'est pas sûr, mais jusqu'à faire une mise à jour qui permette de les utiliser en Bluetooth un peu partout. Pourquoi pas? Ce serait peut-être le plus grand bien qui pourrait être fait. Mais non, on n'a pas encore tous les détails, effectivement, c'est à voir. Moi, je disais qu'ils faisaient ça bien parce que ça m'aurait tellement paru évident qu'ils rembourseraient rien du tout que bon. Ils font ça mieux, on va dire. Ils font ça mieux que ce que j'aurais pu m'attendre, effectivement. Et t'as raison, Luna qui arrive, qui sera peut-être quelque chose qui convaincra mieux parce que justement, je pense, il faut acheter les jeux ou pas avec Luna? Je crois pas, hein, justement. C'est une location. Ouais, c'est une location. Très bien. Eh ben, écoute, on a fait le tour, Matt, en tout cas, de ces infos. Alors, c'est le moment où je dois absolument renouveler mes remerciements de ta participation à Tech Café, parce qu'en l'absence de Guillaume Poggiaspala, c'est bien de pouvoir compter sur des personnes qui suivent l'actu tech et qui sont capables comme ça d'apporter leur regard et leurs commentaires sur ce qui se passe. Donc, un immense merci, Matt. Tout
tout simplement, tu vas peut-être pouvoir rappeler ou informer les auditeurs qui te découvriraient, les pauvres, durant cet épisode 291, qui n'auraient pas eu la chance de te connaître avant. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben, tout simplement, profduweb.com, c'est là où il y a tous les liens. Mais si vous voulez voir directement d'autres créations, avec Guillaume, on a un podcast, il l'a dit au début, Relife, pour l'amélioration du quotidien. On ne parle pas de livres et de méditation transcendantale. On est assez concret dans nos épisodes. Je pense que vous allez aimer ça. Si vous aimez l'écosystème Apple, j'ai Apple et compagnie, Apple différemment, qui est un podcast que je fais avec Audrey Coulot, formatrice, autrice Apple. Et si vous aimez les gadgets, les applications, et que vous avez YouTube, allez sur YouTube et recherchez Apple et compagnie, où je parle d'applications, je parle dernièrement, j'ai parlé du Stream Deck de Elgato, qui est pour moi un outil de productivité sans aucune commune mesure pour pas juste les streamers, pas juste les gamers, mais aussi des gens qui programment, des gens qui travaillent au quotidien avec un ordinateur. Et c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime faire parce que je prends le temps de montrer un usage d'une application que j'ai. Je prends le temps de montrer un usage d'un outil que j'ai, puis je le partage en YouTube très humblement avec mes moyens. Et bientôt, un podcast ou une chaîne YouTube Amazon et compagnie, ou Amazon différemment, j'imagine. Je suis sûr que tu y réfléchis à l'heure actuelle. Tu nous annonceras ça en temps et en heure. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux. Et puis aussi, évidemment, si jamais vous trouvez que Tech Café, décidément, est un podcast essentiel dans votre quotidien, dans votre veille sur la tech. Et vous voyez, même quand il n'y a pas les piliers du podcast, quand il n'y a pas Guillaume Poggiaspala, on a, encore une fois, des regards critiques sur le monde de la tech et une synthèse de ce qui se passe avec, je l'espère, le format le plus agréable qui soit à écouter. Si vous voulez que ça continue le plus longtemps possible, continuez à venir sur patreon.com/TechCafé pour comprendre les modalités de soutien. Et puis, en attendant, moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao.